Bonjour Camille Egloff, bienvenue. Vous êtes donc Thomas. la directrice associée senior au Boston Consulting Group, spécialiste des transports et de la logistique. On va démarrer par un chiffre qui, moi, j'avoue, m'a surpris quand j'ai préparé cette émission. Combien devrait coûter la décarbonation du transport maritime ? Alors, on parle effectivement de 2400 milliards de dollars. Ça fait beaucoup de zéros. Ouais. Mais en fait, quand on regarde à quoi ça correspond, on parle d'une décarbonation sur 30 ans. Bien sûr, on espère que ça va aller plus vite, mais ce chiffre-là est estimé sur 30 ans. Ça fait 80 milliards par an. Si, Thomas, on le ramène au conteneur, eh bien finalement, c'est 100 dollars au conteneur. Donc là, tout de suite, on revient sur des chiffres qui sont plus raisonnables. 100 dollars au conteneur, quand vous vous dites qu'aujourd'hui, transporter un conteneur coûte entre 1000 ou 1500 dollars au client, bien sûr, ça peut monter plus haut, mais finalement, on reste dans 10%, 6% du prix total d'un conteneur. Donc, vous voyez, on prend un chiffre ça très devient haut acceptable. et ça devient acceptable, exactement. Alors d'autres chiffres pour savoir ce que ça représente finalement la pollution, les émissions de CO2 de ce secteur. 10 milliards de tonnes de marchandises transportées chaque année par bateau, ça représente à peu près 90% des marchandises qu'on consomme. 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, une hausse de 10% lors de la dernière décennie. Cet objectif, donc vous dites, il est quand même relativement lointain, mais un transport maritime à zéro émission, on dit aujourd'hui, c'est possible, ce sera possible. Technologiquement, les pistes existent déjà, vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Alors déjà, les objectifs, ils sont posés par l'Union européenne, ils sont aussi posés par l'Organisation maritime internationale à échéances différentes. On parle de 2030, on parle de 2050. Mais finalement, les clients, souvent, demandent à ce que ça aille plus vite. Un Ikea, un Apple ont mis des objectifs à 2030 très agressifs. Je reviens quand même à votre question. Donc, votre question, c'est est-ce que les solutions existent ? Et moi, je suis très optimiste. Oui, les solutions vont être trouvées. C'est-à-dire qu'on est sur le chemin. Elles ne sont pas encore toutes là. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour réussir à décarboner, en fait, vous avez des solutions qui sont à la fois opérationnelles, qui sont technologiques et puis qui sont, bien sûr, ces fuels du futur. Si on se dit les solutions opérationnelles et technologiques, finalement, ça va vous aider à peu près adresser 20-25% du problème. Oui, le plus important sur les 2400 milliards, je crois que 1700 milliards, c'est le carburant, c'est ça ? Voilà, donc 2/3, c'est le carburant. Et ce sont des carburants du futur. Donc, il y a déjà aujourd'hui des carburants qui sont moins polluants, comme par exemple le gaz naturel liquéfié. On sait que le transporteur français mondial, mais CMA-CGM, qui est un des leaders de l'industrie française, a sa dernière flotte de porte-containers géants qui est propulsée au gaz naturel liquéfié. Ça, c'est déjà un carburant qui pollue moins, notamment tout ce qui est particules dans l'air. Il y a une réduction de 80-90%. Donc, c'est déjà des bonnes nouvelles. Après, il va falloir aller beaucoup plus loin. Ce sont les fuels du futur. L'ammonia, l'hydrogène, les fuels aussi alternatifs, synthétiques, les biofuels qui, eux, seront la véritable solution. Ça veut dire que les solutions, on va dire, électriques, j'ai vu qu'il y avait un cargo électrique autonome qui avait été testé en Norvège, pas d'émissions de CO2 et bientôt plus d'équipage, on verra si c'est acceptable, ne serait-ce que psychologiquement. Est-ce que ça, c'est infinitésimal par rapport à ce que... ou est-ce que c'est ça l'avenir ? Effectivement, les bateaux à propulsion électrique, c'est quand même infinitésimal. C'est une solution, mais c'est des solutions qui sont applicables seulement sur du transport de courte distance. Et il faut aussi les infrastructures, notamment portuaires, pour pouvoir recharger les bateaux. Donc, effectivement, Yara a lancé... entre ces usines et un port spécifique, mais vous voyez, ça adresse vraiment une petite partie. Ça pourrait s'appliquer aussi sur les ferries. On le voit pas mal déjà dans les ferries, le transport de passagers sur les transitions entre Marseille et la Corse. Donc ça veut dire, vous avez un peu répondu à la question, mais il y a des transporteurs sous la pression de certains de leurs clients. C'est aussi intéressant, ce mécanisme qui se met en place, qui ont déjà amorcé le virage, qui sont plus avancés que d'autres.
Oui, effectivement. Il y a alors le push, il vient de plusieurs parties prenantes, hein. Oui. Ce sont les clients, ce sont les autorités, ce sont bien sûr les régulateurs, Mhm. mais les armateurs eux-mêmes et les compagnies de transport sont tout à fait focalisés à pousser cette décarbonation et s'investissent énormément. Oui. Donc ils sont vraiment acteurs, ils ne sont pas simplement poussés par d'autres, hein. Ils prennent le taureau par les cornes. Et on voit, par exemple, j'ai cité déjà CMA-CG, mais on voit aussi Maersk, qui est le grand concurrent mondial qui investit aussi beaucoup. On voit aussi tous les acteurs de la chaîne du transport, comme les logisticiens, hein, qui proposent des produits également décarbonés autant que possible à leurs clients. Alors, ces 100 dollars du container, qui va les payer? Il faut partager les coûts, c'est ça la solution? Oui, bien sûr, hein, ça va être un coût partagé. Nous, on a fait une enquête. Le BCG a interrogé environ 200 clients, des grands clients, des entreprises. Finalement, 70% nous disent oui, on est prêt à payer, mais ils sont prêts à payer 2 à 4% de premium. Et tout à l'heure, je vous disais, Thomas, c'est environ 10%, hein, le premium qu'il va falloir couvrir. Donc, ça veut dire que l'ensemble des acteurs de la chaîne vont devoir mettre au pot. De toute façon, ce genre de problématique et le genre de coût dont on parle ne peut être couvert que si tout le monde se donne la main et collabore. Ça veut dire les motoristes, les compagnies de transport, ça veut dire les intermédiaires et bien sûr le client final, que ce soit les entreprises ou le consommateur. Mais alors, pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser une espèce de sommet du secteur pour que tout le monde se mette autour de la table et dise, bon, bah ok, on y va? Moi, je pense que ces sommets, ils existent déjà. Il y a déjà des associations et des discussions au plus haut niveau. Ce qui manque probablement aujourd'hui, c'est vraiment une taxe carbone, parce que ça permettrait de mettre tout le monde d'accord et de mettre tout le monde face à ses responsabilités. Le Japon a annoncé il y a quelques jours, hein, qu'il contemplait éventuellement lancer une taxe carbone pour tout cargo qui partirait ou arriverait au Japon. Moi, je pense que c'est une avancée, parce qu'à un moment donné, cette taxe, elle va permettre d'obliger tout le monde à avancer, et donc il n'y aura pas ceux qui avancent et les autres qui sont derrière et qui finalement se maintiennent à l'abri, hein. Oui. Mais alors, au bout de la chaîne, il y a les consommateurs. Alors, ils sont à l'origine, puisque la pression dont on parle, elle vient aussi des consommateurs, et puis ils sont au bout de la chaîne sur le coût et le prix des produits qu'ils vont payer. On est en pleine période d'inflation, elle va sans doute durer, et les hausses de prix, elles ne sont pas acceptables de la même façon en fonction de son niveau de vie, de son salaire. C'est l'acceptabilité de la hausse des prix et plus généralement de la transition écologique qui se pose. On en parle souvent ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est au gouvernement de prendre le relais. Vous parliez de leur rôle réglementaire. Il faut aussi qu'ils accompagnent les consommateurs les plus fragiles. Alors d'abord, on va remettre un petit peu les chiffres, hein. Donc l'impact de la décarbonation, ces fameux 2400 milliards dont je parlais au départ, si vous le prenez sur un téléviseur qui arrive d'Asie, de Chine ou de Corée, c'est 0,5 € le premium. Donc le coût en plus. Ok, mais sauf qu'on achète une télé une fois tous les, je sais pas, 10 ans ou 15 ans, mais il y a d'autres produits qui sont transportés quotidiennement. Et si chaque produit subit une petite hausse à la fin, pour ceux qui sont à 5 € près, ça passe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Non, mais j'entends votre question. Et effectivement, il y a cette inflation qui va aussi apparaître par rapport à cette décarbonation, parce qu'à un moment donné, quelqu'un va devoir payer. Après, c'est vrai que, par exemple, dans différents plans du gouvernement, il y a un certain nombre, hein, de subventions qui viennent sur des produits décarbonés, que ce soit des produits de consommation, de construction, de rénovation. Et ça, c'est l'exemple français, mais finalement, hein, cette décarbonation, c'est une affaire mondiale. L'Europe est plutôt en avance. Et il va falloir que, effectivement, il y ait des aides pour pouvoir faire face à cette augmentation. Mais une fois de plus, remise à chaque objet que l'on consomme, surtout les biens de consommation, les habits,
les biens électroniques, etc., c'est vraiment une toute petite partie, c'est entre 2 à 4%. Merci beaucoup, merci Camille Egloff. C'était passionnant de découvrir ces perspectives pour le secteur du transport maritime. On découvre tout de suite dans notre débat un nouveau binôme créé par Entrepreneurs pour la planète où il sera encore question de carburant pour le transport en mer, plutôt la plaisance.